en aura fallu du temps pour annoncer le remaniement. Pourtant, la nouvelle équipe ministérielle n'a rien d'extraordinaire, mis à part certains degrés d'incompétence. Le ton monte entre Salvini et Macron. Le ministre de l'Intérieur italien a demandé des explications à la France après que des clandestins ont été reconduits en Italie, une véritable mise en demeure. Alors que la province syrienne d'Idlib devait être évacuée lundi, les djihadistes ont finalement décidé de poursuivre le combat. Fragiliser l'accord russo-turc dépend désormais des réelles volontés de Recep Tayyip Erdogan. Madame, Monsieur, bonsoir. Le nouveau gouvernement, enfin formé, entre deux voyages d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe et après 15 jours d'attente, l'exécutif a pris le temps de se mettre d'accord sur une équipe de ministres. Élise Blaise. La montagne a accouché d'une souris. Il aura fallu 15 jours à Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour parvenir à organiser un nouveau gouvernement. Pourtant, pas de quoi se casser la tête. Pour l'intérieur, c'est finalement le sudiste de Forcalquier en PACA et proche de la première heure du président Christophe Castaner. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Premier ministre, vous avez proposé au Président de la République qu'il a accepté de me nommer dans ces fonctions particulièrement importante de ministre de l'Intérieur. Je voulais d'abord vous en remercier. Vous dire qu'au moment d'accepter cette proposition, on s'interroge. On s'interroge sur la responsabilité qui est celle du ministre de l'Intérieur. On s'interroge sur la capacité à assumer cette fonction. Et très vite, on se rassure. On se rassure, pas sûr. En effet, alors que c'est le ministre de l'Intérieur dont la nomination se faisait le plus attendre, on accuse le coup avec, sinon une surprise, une certaine déconvenue. En effet, les experts en sécurité n'ont jamais entendu parler de Christophe Castaner, sinon pour des fréquentations douteuses dans le milieu méditerranéen des Jeux. Son arrivée à Beauvau est donc à mi-chemin entre fait du prince et improvisation. L'inexpérience de Castaner n'a visiblement échappé à personne puisqu'à peine nommé, il est affublé d'un aide de camp, Laurent Nunez, devenu secrétaire d'État à l'Intérieur. Ancien préfet des Bouches-du-Rhône, il a également dirigé la DGSI un an. Présenté comme un bon flic de terrain, Nunez est également un grand flagorneur de politiciens. Sarkozyste sous Sarkozy, hollandiste sous Hollande, il est désormais macroniste sous Macron. Point positif, son passé de préfet lui permettra de s'entendre avec la police et la gendarmerie, une qualité visiblement importante pour l'exécutif qui a refusé le poste de ministre de l'Intérieur au dernier moment au commissaire de police encarté chez les Républicains, Frédéric Pechnard, résolument anti-gendarmerie. Laurent Nunez est également présenté comme spécialiste du terrorisme. On l'espère car il faudra bien cela pour cornaquer Christophe Castaner. Dans le reste du remaniement, Françoise Nyssen a fini par être évacuée par l'ouverture de l'enquête préliminaire sur les travaux de sa maison d'édition. La Madame Culture a donc laissé sa place à Franck Riester, un proche de Valérie Pécresse jugé plus en capacité de s'occuper des questions numériques. La Madame Corse, Jacqueline Gouraud, va de son côté pouvoir prendre plus de place. En effet, la Modem remplace Jacques Mézard comme ministre des Territoires et des Relations avec les collectivités, un poste épaulé par Sébastien Lecornu, chargé des collectivités territoriales, et de Julien Denormandie, toujours délégué à la ville et au logement. De quoi essayer d'améliorer les relations avec les élus locaux. Marc Fesneau, Modem comme Jacqueline Gouraud, puisqu'il présidait le groupe à l'Assemblée nationale, récupère de son côté le secrétariat d'État laissé vacant par Castaner et sera responsable des relations avec le Parlement. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, transparent lors des États généraux de l'alimentation, disparaît aussi, remplacé par un socialiste pur jus, Didier Guillaume. L'équilibre politique de ce nouveau gouvernement n'est donc pas bouleversé, pas de changement à prévoir. Malheureusement, reste une inconnue qui remplacera Christophe Castaner à la tête du bras armé présidentiel, La République en marche. Le torchon brûle entre la botte et l'Hexagone. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, ne décolère pas contre Emmanuel Macron. La police française aurait en effet ramené des clandestins à la frontière italienne vers Calvière, le tout sans aucune autorisation transalpine. Élise Blaise. Salvini ne décolère pas. Vendredi, de nuit, des gendarmes français auraient reconduit des clandestins sur le territoire italien sans en informer les autorités italiennes. Un procédé qui n'en serait pas à son coup d'essai. En réalité, au-delà de la question de l'ingérence de cette affaire, il semble surtout que le ministre de l'Intérieur italien en ait assez du double jeu français. En effet, Emmanuel Macron ne rate jamais l'occasion de fustiger Matteo Salvini et son populisme, s'en servant comme d'une polarité pour ratisser là
large aux futures élections européennes. Pour autant, la situation géographique de l'Italie a poussé le pays au cœur de la crise migratoire depuis longtemps. En France, la question de l'immigration se rapproche davantage des questions de regroupement familial. Les deux situations sont donc très différentes. C'est ce que nous rappelait Jacques Sapir lors de sa venue dans le Samedi politique. La question des néo-migrants en France, c'est une question de l'ordre du millier, qui se compte en milliers de personnes, alors qu'en Italie, ça se compte en centaines de milliers de personnes. Donc il y a à l'évidence une différence d'échelle qui est tout à fait considérable, et évidemment, ça a posé un problème extrêmement important en Italie. La réponse de Matteo Salvini aux déclarations d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel, si tu as le cœur aussi grand que tu le dis, pourquoi tu ne prends pas les 9000 migrants que tu es normalement obligé de prendre? Il faut savoir que sur ce quota de 9000 migrants, la France en a accueilli que 640. Donc, ce qui en dit long sur l'hypocrisie, en fait, du gouvernement français. Une hypocrisie qui a donc eu le don d'énerver Matteo Salvini. En effet, l'homme fort de l'Italie a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de laisser la France prendre son pays pour un camp de réfugiés. De quoi annoncer une bonne ambiance pour le sommet européen des 2 jours à venir. Les djihadistes d'Idlib campent sur leur position. Alors que la province du nord-ouest de la Syrie devait être évacuée avant lundi, les terroristes ont décidé de poursuivre le combat, fragilisant par la même occasion l'accord russo-turc. Idlib ne voit pas le bout du tunnel. Au cœur du conflit syrien depuis maintenant 7 ans, la province située au nord-ouest du pays devait connaître une période d'accalmie à compter du 15 octobre. C'est en tout cas ce que prévoyait l'accord russo-turc signé en septembre dernier. En effet, une zone démilitarisée devait être mise en place, annihilant en principe toute forme de conflit entre les milices anti-gouvernementales et les troupes régulières. En principe, puisque c'était sans compter sur les groupes djihadistes toujours très présents dans la province syrienne. Au premier plan, le groupe Tahrir al-Sham, anciennement Al-Nosra, qui a annoncé son intention de poursuivre le combat sans pour autant rejeter clairement l'accord russo-turc. Une façon de gagner du temps et de ménager la Turquie qui s'est engagée auprès de Moscou à faire respecter les termes. Alors que chaque partie tente de calmer le jeu afin de vérifier la mise en œuvre de l'accord russo-turc, la décision claire de plusieurs groupes djihadistes fragilise l'entente tripartite Syrie, Russie, Turquie. En effet, selon Alexandre Delval, le président turc Recep Tayyip Erdogan doit à présent prendre ses responsabilités pour éviter une reprise des combats. Soit les Turcs prennent leurs responsabilités et ils obligent les djihadistes avec qui ils ont quand même des liens à non seulement déposer d'autres armes mais à déguerpir de ce territoire. Deuxième possibilité, les Turcs ne veulent pas ou ne peuvent pas contrôler les milices djihadistes liées à Al-Qaïda ou à Daesh, et dans ce cas, la Russie attend un petit peu, mais à un moment, elle ne pourra plus attendre, et Poutine demande à M. Erdogan de prendre ses responsabilités, et s'il ne le peut pas, eh bien à ce moment-là, le régime syrien avec l'aviation russe recommence à bombarder les djihadistes, comme elle l'a fait dans de nombreuses villes de Syrie qui ont été reprises une par une depuis 2 ans. Et là, ce sera une autre configuration que la Russie essaye d'éviter. En gros, Erdogan doit aujourd'hui montrer sa vraie face. Est-ce qu'il est capable de lutter contre des djihadistes ou pas? Et les Russes, pour l'instant, sont relativement patients. Et le régime syrien aussi. Donc ça peut durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cependant, Vladimir Poutine pourrait prendre les devants car l'évacuation de certains groupes radicaux armés apparaissait comme une condition sine qua non au retrait des armes lourdes russes. Alors que les États occidentaux se font plutôt discrets sur le sujet, une offensive russo-syrienne n'est donc plus à exclure sans pour autant être imminente. De toute façon, l'offensive russo-syrienne a toujours été prévue. Elle était imminente encore début septembre, mais Erdogan a demandé des délais supplémentaires systématiquement. Il n'a pas cessé. Toute la politique d'Erdogan aujourd'hui consiste à demander des délais pour retarder la récupération militaire des zones tenues par des djihadistes et des rebelles. Les rebelles ont commencé à faire des concessions. Dans la zone démilitarisée où les polices turques et russes devaient être compétentes, aujourd'hui, il y a encore un problème avec des milices djihadistes. Les Russes et les Syriens jouent le jeu pour l'instant, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Moi, je pense que la date butoir, ce sera vers le mois de décembre, puisqu'il y a eu des propos dans ce sens
je ne pense pas que les Russes et le régime syrien pourront attendre beaucoup plus longtemps. Un moment, Erdogan devra prendre sa responsabilité. Des conflits avec de possibles conséquences humanitaires, un scénario que redoute la Turquie. En effet, en cas de reprise des combats, Recep Tayyip Erdogan pourrait voir débarquer des dizaines de milliers de réfugiés, des réfugiés potentiels terroristes qui pourraient ensuite prendre la destination de l'Europe occidentale. L'Arabie Saoudite dos au mur 2 semaines après la mystérieuse disparition de Jamal Khashoggi à Istanbul. L'étau se resserre autour de l'implication du royaume wahhabite en passe d'admettre la mort du journaliste. Du déni aux aveux partiels, 2 semaines après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, la pression se fait de plus en plus forte autour du royaume de Mohammed Ben Salman, alors que les autorités saoudiennes avaient jusqu'à présent nié en bloc toute implication dans la disparition du journaliste, critique du pouvoir exilé aux États-Unis depuis 1 an. Les derniers éléments de l'enquête mettent à mal la défense de Riyad. En effet, lors de la perquisition du consulat, les autorités turques accompagnées d'un convoi diplomatique saoudiens ont fouillé le bâtiment de fond en comble avant d'emporter des échantillons, notamment de la terre du jardin. Si des responsables turcs affirment que Jamal Khashoggi a été assassiné par des agents à l'intérieur de l'enceinte, en avançant qu'un médecin légiste équipé d'une scie destinée à démembrer le corps de la victime pour mieux le dissimuler se trouvait parmi le commando, l'Arabie Saoudite préparerait une nouvelle version des faits et pourrait reconnaître que le journaliste et opposant saoudien a été tué lors d'un interrogatoire qui a mal tourné. D'ailleurs, le rapport conclurait que l'opération a été menée sans autorisation ni transparence et que les personnes impliquées seront tenues pour responsables. Une formule pour minimiser l'implication de Riyad dans cette affaire, alors que les tensions entre la Turquie et l'Arabie Saoudite étaient déjà omniprésentes, comme nous le rappelle le géopolitologue Alexandre Delval. Les Turcs, en fait, en veulent beaucoup à l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite a provoqué un embargo et une guerre psychologique et diplomatique contre le Qatar. La Turquie est l'allié du Qatar et des frères musulmans. Or, le Qatar et les frères musulmans sont les rivaux aujourd'hui des Saoudiens qui veulent leur faire la peau. Donc, il faut remettre aussi cette histoire dans un contexte de guerre diplomatique et économique entre, d'une part, le Qatar et la Turquie qui défendent les frères musulmans, d'autre part, l'Arabie Saoudite et les Émirats qui font la guerre aux frères musulmans et à leur protecteur, le Qatar. Donc voilà, tout cela est important, il faut en tenir compte et c'est dans ce contexte que l'on peut replacer l'assassinat, si c'en est un, de l'opposant journaliste saoudien. Autre facteur à prendre en compte, les États-Unis. En effet, alors que des manifestations ont eu lieu devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Washington, Donald Trump a préféré jouer la carte de l'apaisement en évitant d'accuser frontalement son allié économique saoudien. D'ailleurs, pour calmer le jeu, le président américain a envoyé son secrétaire d'État, Mike Pompeo, afin de s'entretenir avec le roi Mohammed Ben Salman. Une stratégie politico-économique mise en place par Donald Trump alors que des milliards de dollars de contrats lient les États-Unis à l'Arabie Saoudite. Des contrats qui pourraient servir de bouclier anti-sanctions au royaume wahhabite. L'Arabie Saoudite ne risque pas grand-chose. Vous savez, quand vous avez promis 100 milliards de ventes de différents matériels, 100 milliards d'achats, aux États-Unis, vous avez quand même un sérieux allié qui s'appelle M. Trump, et vous avez un sérieux allié qui s'appelle les États-Unis et l'Occident en général. Quel est le régime occidental qui a jamais osé prendre des sanctions contre ce pays? Ce pays a été impliqué dans le 11 septembre 2001, dans l'attentat du World Trade Center. Ce pays a été impliqué dans la promotion du salafisme, terroriste ou pas, depuis des décennies. Ce pays a co-créé Al-Qaïda avec le Pakistan. Ce pays a eu un jeu très trouble avec plein de mouvements islamistes terroristes. Ce pays est le plus grand fanatiseur mondial exportateur de salafisme. Il n'y a jamais eu les moindres sanctions, comme on en a régulièrement contre la Russie. Donc voilà, ce pays sera tout le temps épargné, quoi qu'il fasse pratiquement. Après le 11 septembre, s'il n'y a pas eu de conséquences, imaginez, il n'y en aura pas pour, j'allais dire entre guillemets, un petit assassinat. Au-delà d'une absence de sanctions, le possible assassinat de Jamal Khashoggi pourrait gonfler les intérêts de l'oncle Sam et des pays occidentaux. En effet, ces puissances pourraient s'en servir comme d'un levier de pression dans le cadre de futurs échanges commerciaux. Et on passe à présent à l'actualité en bref, et c'est avec Floriane Janin.
Alain Goma libéré. Ce mardi, la présidence de la République a annoncé la libération de l'otage français retenu depuis plus de 4 mois et demi au Yémen. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a félicité tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement, en particulier les autorités d'Oman pour leur engagement décisif et celle de l'Arabie Saoudite. Alain Goma était détenu dans une prison de Sanaa par les rebelles houthis après avoir été arrêté le 3 juin dernier alors qu'il tentait de rejoindre Calcutta en Inde. La France insoumise dans le viseur. Ce mardi, 2 perquisitions ont été menées au domicile de Jean-Luc Mélenchon et au siège du parti. Le leader insoumis a filmé en direct la perquisition et a appelé à occuper les locaux. Ces perquisitions ont été menées par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet de Paris. La première concernait de présumés emplois fictifs d'assistants au Parlement européen. La seconde porterait sur les compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, suite au signalement du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Après les opérations, la France insoumise a dénoncé un coup de force politique, policier et judiciaire. Je ne me laisserai pas faire, je n'ai pas peur, mes amis n'ont pas peur, c'est eux qui vont avoir peur du retour de bâton. Résistance, résistance, résistance. Prison ferme pour une fausse victime des attentats du 13 novembre. Ce mardi, Alexandra Damien a été condamnée à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour escroquerie et faux témoignage. Elle avait assuré sur les réseaux sociaux avoir été touchée au coude par une rafale de Kalachnikov lors des attentats du 13 novembre 2015, avant de réclamer à une dizaine de reprises une indemnisation au fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions pénales. Avant son procès, la jeune femme avait reconnu qu'elle avait menti. Fin de semaine historique à New York. Pour la première fois depuis 1993, la ville qui ne dort jamais a passé un week-end sans aucune fusillade ni homicide. Cet événement extrêmement rare pour la capitale économique américaine va de pair avec la baisse du nombre global de fusillades à New York. En revanche, le nombre de meurtres est à nouveau en hausse de 8%, alors qu'il était en baisse depuis 1950. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et cette semaine, Christopher Lahn nous parle du Baron Rouge, le célèbre pilote de chasse allemand de la Première Guerre mondiale. Manfred von Richthofen, plus connu sous le nom plus prononçable de Baron Rouge, est un aviateur allemand qui a sévi pendant la Première Guerre mondiale. Avec ses 80 victoires confirmées, il est rapidement devenu une légende du combat aérien en pleine ébullition et il a surtout marqué l'histoire de l'empreinte de son célèbre triplan rouge vif. Malgré tout, tout n'est pas toujours rose, de forts doutes planent sur l'esprit chevaleresque qu'on lui prête. C'était pas aussi simple, et c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode de La Petite Histoire avec le retour sur le parcours d'un as des as. Également dans le volet histoire de votre soirée passé-présent, Philippe Conrad évoque le rattachement de la Corse à la France et reçoit ensuite Jean Descartes pour parler du destin de la famille Romanov. Retrouvez également notre Zoom du jour. Chef d'entreprise Patrick Edry vit depuis 20 ans en Pologne, pays sur lequel beaucoup de mensonges sont diffusés par les médias. Patrick Edry fait le tri. La plateforme civique de Donald Tusk est un parti libéral qui ressemble beaucoup à La République En Marche, dont la clientèle électorale est une clientèle, on va dire, qui est plutôt bénéficiaire de la mondialisation. C'est aussi un parti très proche des milieux d'affaires, trop proche pour certains. Et donc vous avez en face le parti Droit et Justice, qui lui est un parti qui est plutôt une assise populaire, mais aussi qui est encadré par des élites, l'élite catholique polonaise, et qui est lui, entre, on va dire, est proche en tout cas des républicains américains, et aussi des gaullistes, mais des gaullistes avec un logiciel d'avant mai 68. D'ailleurs, vous avez le président du parti, donc M. Kaczynski, est fondateur, qui est un fervent admirateur du général de Gaulle, qui le cite très souvent. Il se considère lui-même, je pense, comme un gaulliste, et même son Premier ministre et se considère aussi comme un gaulliste. Et d'ailleurs, lors d'un discours au Parlement européen, il a affirmé que la vision du général de Gaulle, c'était la vision de l'Europe que voulait la Pologne. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain
Bonsoir. Pour une fois, Gustave, notre visionnaire de village, ne nous livrera ses commentaires qu'à la fin, mais vous verrez, ça vaut le coup d'attendre. Pour l'instant, je voulais vous raconter un souvenir personnel qui se passe à Colombey-les-Deux-Églises, et vous aurez cru comprendre que ça a un rapport avec la visite récente du président de la République. Oui, sans doute, mais mon anecdote, elle, se passe en vérité il y a 2 ans, le 9 novembre, où on honorait le général de Gaulle pour le 47e anniversaire de sa mort. On me dira, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je vous rassure, j'y faisais aucune des simagrées auxquelles j'ai assisté. J'étais là pour faire le chauffeur d'un ami qui voulait s'y rendre. Mais les chauffeurs n'ont pas les yeux dans leurs poches. Alors je vis de mes poches et un petit peu mon sac. Ça a été une journée grotesque et décevante parce qu'elle jetait un jour brutal sur l'évidence de ce qu'avait voulu combattre le général, c'est-à-dire l'éparpillement des sensibilités politiques et des orgueils personnels à travers une kyrielle de partis qui calculent leurs alliances, leurs pourcentages, etc. Chacun était venu pour tirer la couverture à lui. C'était vraiment la journée de la gerbe, mais pas comme il l'entendait, et pas non plus parce qu'un Hidalgo avait fait le voyage. Non, ils étaient tous là pour essayer de se prévaloir de quelque chose, d'une filiation avec le général, alors que leur présence à plusieurs qui se tournaient le dos dans la fraîcheur de l'automne, avec leur petit ego tout crispé là, disait le contraire de ce qu'ils essayaient de montrer. Ils étaient là pour parler au peuple sans s'adresser la parole, malheureusement, et ça se voyait très terriblement. C'était comme une espèce d'enterrement où tous les enfants et les cousins se détestent. Philippot, Wauquiez, Hidalgo, Ouchic, Dupont-Aignan étaient venus dire qu'ils étaient les préférés du défunt et qu'ils ne laisseraient pas les autres les dépouiller de l'héritage. Mais l'absence de recueillement était palpable. On était là pour invoquer le dieu, le génie de la faveur médiatique et du bon passage télé sur BFM TV, et tout le monde est reparti satisfait d'entendre son chef de cabinet lui dire « Vous avez été très bon ». C'est probablement aussi, et là nous en revenons au présent, c'est ce qu'ont sans doute dit les 4 personnes salariées par Macron pour le rassurer sur la qualité de ses apparitions publiques. Mais là, une semaine après la séance de photos genre pochette d'album avec les 2 débiles torse nu, vous savez, un président qui vient vous dire qu'il entretient une relation personnelle avec De Gaulle a du mal à vous convaincre qu'il puisse avoir le moindre rapport avec la moindre solennité. Comme disent les jeunes, Macron et la légende nationale, c'est mort. Au fond, le grand problème avec le président actuel, c'est que dans un orchestre de cuivre, il joue du triangle. Sans jeu de mots, évidemment, encore que. En tout cas, il est de plus en plus inaudible. L'histoire de France, c'est du Berlioz, c'est du Gounod, c'est Gloire immortelle de nos aïeux, c'est des cymbales, c'est du De Gaulle. Donc, lui, son truc, c'est le pipeau. Je tiens cette sortie de notre devin Gustave. Je préfère ce mot de devin à celui de politologue. Mais vous allez voir que parfois, il flaire assez bien ce qui va se passer. Donc, je lui confie mon intention de raconter ce souvenir d'écorement à Colombey. Et il me dit, moi, je verrais bien les choses comme ça. Et donc il explique, dans les 6 derniers mois du mandat, ou dans les 6 mois si le mandat ne va pas à son terme, pour des raisons que nous ne connaissons pas encore, le général de Villiers, celui qui s'est raidi dès le début, et qu'on n'entend plus depuis, ce qui prouve que c'est pas un branleur qui cherche à publier des livres, je vous rappelle que c'est toujours Gustave qui parle, il annoncerait qu'il est disponible, si l'on souhaite lui confier le mandat de restaurer l'unité de l'opinion devant les périls négligés par ses prédécesseurs. Gustave me dit, tout le monde nous parle de Marion 2022, etc., mais c'est de la foutaise. Elle et tous les autres sont des gestionnaires, à la rigueur, mais ils ne peuvent pas lever 1 million de manifestants, le cœur sur la main. On n'a jamais de frisson quand ils parlent, tandis que dans le contexte actuel, un général qui dirait « je suis un symbole parce qu'il en faut un, je garde mon uniforme parce que BFM TV n'osera pas me taper sur le ventre, je vais rétablir l'ordre parce que je sais le faire, je vais remettre au travail tous les profiteurs qui dépensent 40 000 € de taxi par an sur les caisses de l'État, et surtout ne comptez pas sur moi pour aller à Colombey tous les ans, car ceux qui s'y prosternent n'ont pas la conscience tranquille et moi je suis en paix avec la mienne. Je ne suis pas l'héritier du général, la preuve, je suis plusieurs fois médaillé de l'OTAN, mais je suis le produit d'une situation typiquement française, le besoin de recours. Et je vous propose de combler ce besoin. Le type qui dirait ça, me dit Gustave, serait aussitôt suivi par les 2 tiers du pays. Après, c'est une question d'organisation. Il y aurait un parlement à sa dévotion. Il dirait les énarques et les banquiers feront ce qu'on leur dit désormais, ça va nous changer.
Il va siphonner les voix de droite et tout le monde applaudira. Alors là, Gustave a conclu par une phrase assez habituelle dans sa bouche, « Je peux me tromper, mais pas de beaucoup ». Du coup, je la reprends à mon compte, même si le fait que ce général si farouche, là, si indépendant, travaille en ce moment même, et j'ai entendu dire, pour le Boston Consulting Group, ce qui prouve que la finance internationale ne néglige aucune éventualité pour le futur. À bientôt, merci.